Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle review de ce nouveau chapitre du roi Arthur de Michael Morpurgo. Ce chapitre s'intitulait Fils de personne et il se déroulait en deux parties. Donc une partie dans laquelle Arthur était enfant, était même très gamin en fait, et la deuxième partie se trouvait durant son adolescence. Donc je tiens à dire que nous rentrons dans le vif du sujet, nous changeons de narrateur étant donné qu'il ne s'agit plus du petit enfant, enfin du gamin qui essayait de traverser de Saint-Martin's, non, qui essayait de chercher l'île de Saint-Martin's en passant de Great Gagny. Donc le point de vue change, nous prenons celui de Arthur. Arthur, le roi Arthur, hein, Arthur Pendragon. Donc au tout début de ce chapitre, Arthur n'est pas un roi, il est un enfant comme les autres. Il a un père, il a une mère, il a un frère qui ne semble pas beaucoup l'aimer. Et c'est une chose qui se vérifie lors de l'enterrement de sa mère. Sa mère qui est un personnage qu'on ne voit pas du tout en fait, c'est un personnage qu'on ne voit que mort. Et à l'enterrement de sa mère, son frère Kay, c'est le nom de son frère, lui dit que il n'est pas le fils de son père, de Egbert. Egbert, c'est le père de Kay. Et du coup, ce n'est que le père adoptif de Arthur. Mais Arthur, il n'était pas au courant de ça. Donc ça fait un choc à Arthur. Il demande à son père si c'est bien la vérité, s'il n'est pas vraiment son fils. Ce que son père confirme, il ne suffit que d'un regard pour que le père confirme que il n'est pas le père de Arthur. Il n'est que son père d'adoption. Ça donne un choc à Arthur qui décide de prendre la fuite après avoir mis une trempe à son frère. Alors son escapade dure environ un mois, mais un mois c'est quand même très légendé on va dire, hein, puisque un enfant qui s'en va ne tiendra pas plus d'une journée je pense. S'il tient plus d'une journée, c'est soit il est surdoué, il a eu des notions de survie, soit c'est l'ami des loups, mais bon bref. Et en général, les enfants qui s'en vont plus de 3 jours, on les retrouve soit morts, soit dans un mauvais état. Mais bon bref, ce n'est qu'un roman pour les enfants. Dans la forêt, il fait la rencontre d'un vieil ermite. Je pense que vous avez deviné de qui il s'agit si vous avez écouté le livre audio. Il s'agit de Merlin. Merlin qui lui raconte tout plein de choses, qu'il est destiné à de grandes choses, entre guillemets. C'est un petit peu ce qu'il lui dit, qu'il a un grand destin devant lui, qu'il faut faire attention, enfin bon, bref. Et une fois que la rencontre avec Merlin s'est faite, Arthur erre encore un petit peu dans la forêt, puis il décide de rentrer chez lui, où son père est très heureux de le revoir. C'est ça qui clôt la première partie de ce chapitre. Ensuite, nous nous retrouverons quelques années plus tard. Arthur a 15 ans. Son père l'élève comme son autre fils, hein, il ne fait pas de jaloux. Il l'élève comme un écuyer, il le destine à devenir chevalier, tout comme son frère Kay. Il s'entraîne avec lui. Arthur s'entraîne avec son frère. Quand son père n'est pas là pour s'entraîner avec eux, Kay le traite de bâtard, il l'humilie un petit peu, il le bisute avec ses amis. Arthur n'en fait pas cas, il lui a déjà mis une trempe, il lui a prouvé quand il était petit de quoi il était capable. Pour l'heure, il se contient. Dans le royaume, on cherche un nouveau roi pour gouverner la Bretagne. Pas la Bretagne de France, la Bretagne d'Angleterre. Hein. On appelait ça la Bretagne. On appelle ça toujours on appelle ça toujours la Bretagne, la Grande-Bretagne. Ce n'est pas la petite Bretagne de France, c'est la Grande-Bretagne. Donc on cherche un roi et on appelle tous les chevaliers à se présenter à Londres pour faire ses preuves, entre guillemets, pour prouver qu'on peut devenir roi. Au tout début, on ne sait pas de quoi il retourne, on ne sait pas quelles sont les preuves qui désigneront le futur suzerain.
On le saura plus tard, enfin on le saura à la fin du chapitre, hein. Enfin à la moitié fin du chapitre. Le père dit à ses 2 enfants qu'ils vont venir en tant qu'écuyer. Et donc Kay, qu'est-ce qu'il dit? Il dit bah non, Arthur il ne va pas venir, il ne va pas venir en tant qu'écuyer, c'est moi l'écuyer, lui il va venir en tant que valet de l'écuyer. Le père lui dit Kay, tu me fais honte. Alors le père, je vous rappelle qu'il essaye de traiter ses 2 enfants, même si Arthur n'est pas son vrai enfant, il essaye de traiter ses 2 enfants de la même manière, avec autant d'amour l'un que l'autre. Et, et en fait, c'est d'ailleurs ce qu'il lui a dit à la fin quand il a retrouvé Arthur. À la fin de la première partie de ce chapitre, il lui a dit j'aime Kay comme le fils que j'ai de manière génitale, entre guillemets, parce que je dois l'aimer, mais toi je t'aime parce que j'ai choisi de t'aimer. Voilà, donc ce qui prouve tout l'amour, toute la bonté du père envers son fils. Et en fait, il aime Kay comme il doit l'aimer, mais il sait que Kay est un petit salopard, hein, rien de plus. Hein. Kay, c'est un petit salopard. C'est malheureux à dire. Le père ne l'avouera jamais, mais c'est ça qui est étrange d'ailleurs aussi, c'est que Kay est mal élevé alors que Arthur est très bien élevé. Ça me paraît bizarre, les deux n'ont pas la même éducation, alors est-ce que ce n'est pas le caractère qui rentre en compte? Je ne sais pas, on en saura peut-être un peu plus tard. Je sais que dans ce chapitre, on apprend que Kay ne sera jamais le meilleur ami de Arthur et que peut-être qu'à la fin enfin que au cours du livre, Kay sera amené à trahir Arthur par pure jalousie, mais nous le verrons plus tard. Donc ce qu'il se passe ensuite, c'est que le père s'absente plusieurs fois lorsqu'ils sont à Londres et donc les enfants ne le voient pas beaucoup. Et c'est ce qui amène Kay à devenir une véritable petite ordure avec Arthur et à le traiter comme son valet. Il traite Arthur comme rien de plus que son valet, alors que le père lui avait dit de ne pas le faire du tout puisque Arthur est un écuyer. Ce qui amène Kay à vouloir disputer je sais plus c'est un duel ou enfin c'est pas un duel mais c'est en gros un concours de baston, comment on appelle ça? Enfin c'est dans une arène entre guillemets, il doit se battre dans une arène et vu que Arthur est désigné comme valet, il demande à Arthur d'aller chercher tout un équipement. Tout son équipement, en fait, son armure, son épée, son casque. Ce qu'Arthur fait, moi je serais Arthur, je lui aurais mis une claque dans le visage à Kay et je lui aurais dit bah tu vas chercher toi-même ton équipement. Mais Arthur est très gentil et il obéit à son frère aîné. Donc c'est ce qu'il fait, il va chercher l'équipement et il se trouve que en ramenant l'équipement à Kay, déjà Kay lui dit qu'il met trop de temps, et ensuite il lui dit mais il me manque mon épée, comment est-ce que je vais faire? Donc Arthur retourne, enfin il part pour retourner au logis et pour aller chercher l'épée de Kay, mais il voit un attroupement auprès du cimetière de gens qui se précipitent là-bas. Normalement il n'y a personne dans un cimetière, hein. Les cimetières sont connus pour ça, il n'y a personne dans les cimetières à part les morts et ceux qui les visitent, mais je pense que vous le savez, ils sont très rares. Donc Arthur décide d'aller voir, de prendre son temps, il décide d'aller voir ce qu'il se passe au niveau du cimetière. Et il se trouve que les gens cherchent à retirer une épée d'une pierre. En fait non, je dis des bêtises, il a vu qu'il y avait un attroupement auprès du cimetière, c'était lors de son premier passage pour aller chercher les premières pièces d'armure. C'est là qu'il voit qu'il y a un attroupement auprès du cimetière. Mais lorsqu'il revient, il décide de passer par le cimetière et il n'y a plus personne. Et alors qu'il n'y a plus personne, il voit l'épée et la roche et il décide il se dit si je récupère l'épée, ça m'évitera d'aller au logis et comme ça je pourrais gagner du temps et emmener l'épée à Kay le plus vite possible. Comme ça on ne perd pas de temps quoi.
Donc il retire l'épée sans aucun problème, comme du beurre, comme dans du beurre. L'épée sort comme dans du beurre. Et il décide de l'emmener à Kay. Il ne se doute pas de ce qu'il va se passer. Kay utilise l'épée et il se trouve qu'il se fait blesser lors d'un combat. Et il revient. Le père arrive comme par magie pour regarder la plaie de Kay qui se trouve sur sa lèvre. Sa lèvre est à peine fendue, bon, il a presque rien. Il retourne voir Arthur. Kay retourne voir Arthur et lui dit « Mais ton épée est émoussée ». Donc le père, il trouve ça bizarre. Il regarde l'épée et dit Mais c'est l'épée qui est dans la roche là, c'est l'épée c'est Excalibur. Comment ça se fait que tu te retrouves en possession de Excalibur? Le frère fidèle à lui-même dit oui, non, mais ce matin j'ai essayé de la récupérer, je n'ai pas réussi, mais j'y suis retourné cet après-midi, j'avais plus de prise, j'ai réussi à retirer Excalibur. Arthur ne dit rien. Arthur, il n'a pas envie de se faire disputer, hein. Pour lui, c'était une faute d'aller récupérer l'épée, et il ne dit rien. Il laisse le frère s'empêtrer dans le mensonge. Donc le père, il dit ah bah très bien, si c'est toi qui as récupéré Excalibur, on va aller la remettre dans la pierre et on va voir si c'est vraiment toi, parce que le père, il a un doute, hein. Le père, il regarde Arthur à tour de rôle, il regarde Arthur et Kay à tour de rôle, et il se dit que ce n'est pas Kay qui a récupéré l'épée. Il sait très bien que c'est Arthur. Mais vu que c'est quelqu'un d'intègre, il ne va pas accuser Kay de mentir avant d'en avoir la preuve. Donc, il décide d'emmener les deux sur les lieux du crime, entre guillemets, et on se retrouve avec un Kay qui n'arrive pas à retirer l'épée. Et lorsque le père en a marre, il dit à Kay bon bah va-t'en, c'est bon, j'en ai marre. On va voir ce que ça donne avec Arthur. Donc Arthur retourne au niveau de la pierre. Il prend l'épée, toujours sans aucun problème. C'est là que le père se prosterne devant lui et lui dit « Tu es mon roi ». Il dit à Kay de lire sur la pierre sur la pierre il y a une petite inscription, il dit à Kay de la lire. Et en fait, en gros, elle dit que celui qui récupère Excalibur, qui est l'épée, sera le nouveau suzerain de Bretagne. Arthur, déjà, il n'en croit pas ses yeux. Il y a une petite foule qui s'amasse autour d'eux. Il y a des voix qui s'élèvent et qui disent « Ben non, c'est pas possible, c'est un bâtard, il ne peut pas être le nouveau suzerain de Bretagne, c'est impossible que ce soit lui. » Et c'est là que, comme par magie, Merlin arrive et il sauve les miches d'Arthur, puisque Arthur, vu qu'il est destiné à être roi de Bretagne, Merlin est un petit peu son mentor. Et en gros, il dit à tout le monde que Arthur n'est en fait pas un bâtard. Il est le fils de Uta Pendragon, qui est l'ancien roi de Bretagne qui a été empoisonné. Il dit aussi qu'il a dû enlever Arthur à sa famille lorsqu'il était petit pour ne pas qu'il se fasse tuer, puisque son vrai père a été assassiné. Donc en fait, il a attendu que Arthur grandisse et soit un petit peu plus sur ses gardes pour lui annoncer qu'il est le nouveau roi de Bretagne. Donc en fait, l'épée qui est dans la pierre était destinée à Arthur. Merlin, dans toute sa splendeur, dit à tous les sujets, entre guillemets, qu'il allait laisser jusqu'à la Pentecôte pour qu'il puisse s'entraîner, pour qu'il puisse essayer de récupérer l'épée. Mais en fait, personne ne réussit à récupérer l'épée jusqu'à la Pentecôte. Donc Arthur est légitimement le roi de Bretagne. Voilà, en fait, c'est un petit peu tout ce qu'il se passe. Merlin décide aussi de donner son chien à Arthur, le chien qui est Mercelet, qu'on a retrouvé dans le premier chapitre.
Il lui dit que c'est son âme, que c'est une partie de son âme, tout comme le rouge-gorge, tout comme l'un des rouges-gorges que Arthur a entendu au cimetière. Je n'en ai pas parlé, pour moi c'était un petit peu sommaire, mais il y avait un rouge-gorge qui, cou- qui cueillait, entre guillemets, et que Arthur entendait à chaque fois qu'il s'approchait de l'épée. Ce chapitre était très dense, on entre bien dans le vif du sujet. J'ai trouvé que c'était très intéressant d'arriver... Enfin, en fait, l'auteur, je trouve qu'il prend bien son temps, qu'il prend bien le temps de décrire. C'est un petit peu ce que je disais dans le premier chapitre, mais c'est un petit peu ce que je ressens dans ce deuxième chapitre. On prend bien le temps d'introduire les personnages, encore une fois. On prend bien le temps de les développer. Et je trouve que pour un livre qui est destiné à des collégiens, je trouve que c'est totalement approprié. En fait, ça leur apprend la patience, je trouve. Ça apprend la patience aux collégiens, puisqu'on a souvent des livres qui sont divisés en petits chapitres et en fait qui passent sommairement, qui ne passent pas tant de descriptions que ça. Et là, dans ce Roi Arthur, je trouve que c'est très intéressant. Ça me rappelle un petit peu d'ailleurs. La Tour des Anges ou les Royaumes du Nord, les chapitres étaient un petit peu longs et bien développés, et je trouve que c'est comme ça que devrait être un livre, et c'est comme ça qu'on peut rentrer dans une histoire en fait. Au-delà de ça, je trouve que les personnages sont quand même très intelligents, à part Arthur qui est un petit peu niais quand même, je dois vous l'avouer, dans sa jeunesse, il est un peu niais, un petit peu aussi soumis à son frère. Euh, En fait, c'est une âme pure, je pense, un peu trop pure. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'il est destiné à pouvoir sortir Excalibur de sa roche. C'est son destin, mais c'est aussi, enfin, c'est son âme pure qui le destine à ça, mais c'est aussi, je pense, sa lignée. Je pense que c'est un combo des deux. Je pense que si il avait sa ligne, je pense que s'il était de sang Pendragon, mais qu'il était un véritable une petite teigne en fait, je pense qu'il n'aurait pas été capable de sortir l'épée de sa pierre, ce qui est le cas puisque c'est une âme pure. Je pense qu'on en apprendra un petit peu plus dans les prochains chapitres. D'ailleurs, le prochain chapitre se nomme Excalibur et je pense que on en saura un petit peu plus. Donc voilà pour la description de ce chapitre et pour mon avis, c'est encore un chapitre que j'ai beaucoup aimé. J'espère que cette petite review vous a plu, il y avait pas mal de choses à décrire, pas mal de choses à dire. Moi je vous retrouve très prochainement pour le chapitre 3. J'espère que vous serez au rendez-vous pour la lecture de celui-ci. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. À bientôt!